Bonjour à tous, bienvenue pour notre webinaire du mois de mars. Nous allons passer 45 minutes ensemble. Les micros sont coupés pour éviter les bruits parasites, mais vous avez accès au chat pour poser vos questions. Nous y répondrons en fin de présentation. Alors, je suis pour ma part Romain Barry, en charge de la relation de partenariat Samsung chez Eliac. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui pour partager un retour d'expérience très concret, très opérationnel sur un projet qui illustre parfaitement la manière dont la technologie peut transformer l'expérience visiteur dans un lieu culturel. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous propose un rapide tour de table pour situer les intervenants. Je suis aujourd'hui accompagné de Samsung et de la Cité du Vin, deux partenaires clés dans ce projet. Eric, Jean-Michel, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, moi je suis Eric Fournier, donc le directeur du numérique et des systèmes d'information de la Cité du Vin. Bonjour, je suis Jean-Michel Missiou, je fais partie de l'équipe mobilité B2B de Samsung, donc à destination des professionnels, et la joie et le plaisir d'accompagner nos partenaires sur ce type de sujet. Voilà, donc avant de commencer la présentation, je fais un zoom rapide sur le questionnaire de satisfaction qui vous est envoyé par email en ce moment de la part d'Eliac. Il comprend seulement quelques questions et il nous permet d'avoir vos retours de satisfaction. C'est important pour nous, donc je vous remercie par avance de bien vouloir prendre quelques secondes pour y répondre au terme de la présentation. Dès que vous y aurez répondu, ça déclenchera automatiquement l'envoi de la présentation déroulée lors du webinaire et vous la recevrez ensuite par email. Donc nous allons vous présenter comment nous avons mis en place une expérience de visite immersive et sécurisée, tout en simplifiant la gestion des équipements pour les équipes, en déployant une solution d'audio guide nouvelle génération sur un smartphone Samsung. Alors avant de rentrer dans les aspects techniques, j'aimerais qu'on prenne un petit instant pour poser le décor. Aujourd'hui, dans les lieux culturels, l'expérience visiteur est devenue un élément central. Ils attendent une expérience fluide, intuitive, immersive et personnalisée. Tout cela doit fonctionner sans friction, tous les jours, pour des centaines, voire des milliers de personnes. En parallèle, les équipes techniques doivent gérer des flottes d'appareils, des contraintes de sécurité, des enjeux de maintenance aussi, et puis bien sûr des budgets maîtrisés. Donc c'est exactement à la croisée de ces besoins que se situe le projet que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors Eric, est-ce que tu pourrais nous rappeler quels étaient le contexte et les enjeux que vous aviez rencontrés à l'époque? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu du lieu. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Cité du Vin, donc c'est un lieu culturel unique au monde et consacré au vin. Il est situé à Bordeaux. Alors le bâtiment appartient à la ville de Bordeaux, mais il est exploité par une fondation pour la culture et les civilisations du vin. Et nous accueillons en moyenne 400 000 visiteurs depuis son ouverture en 2016. Alors, la Cité du Vin, c'est d'abord une exposition permanente qui est au cœur de la cité, dans 3000 mètres carrés, d'équipements et de technologies numériques pour proposer un voyage autour du monde, à travers les âges, pour traiter de nombreux aspects sur les civilisations du vin. Et la particularité, c'est que donc dès le départ, on a choisi le numérique pour traiter tous ces sujets, parce que pour nous, c'était la seule solution d'aborder l'ensemble des thématiques. Donc, il faut savoir qu'à la Cité du Vin, on n'a pas d'artefacts, on n'a pas de tableaux, d'œuvres d'art, d'objets historiques, mais en revanche, on a beaucoup d'éléments numériques, mais qui sont mis en scène à travers une scénographie très spectaculaire, justement pour faire oublier un petit peu le numérique. Alors, il n'y a pas que ça, la Cité du Vin. On propose également une exposition temporaire. Actuellement, c'est un parcours sensoriel de dégustation. On propose également des ateliers de dégustation et tout au long de l'année, on a une programmation culturelle assez riche avec des conférences, des grands entretiens, des projections, des spectacles, voilà, tout un ensemble de choses. C'est un peu tout ça, la Cité du Vin. Alors maintenant, on va parler peut-être un peu plus du contexte du projet. Alors, en fait, comme je vous le disais, l'exposition est entièrement numérique et la particularité, c'est que pour visiter la Cité du Vin,
l'exposition permanente, tous nos visiteurs doivent s'équiper d'un audio-guide multimédia, qu'on appelle chez nous le compagnon de visite. Alors, c'est un équipement qui est indispensable pour plusieurs choses. D'une part, pour déclencher les différents dispositifs numériques de l'exposition, ou alors s'y synchroniser automatiquement, et ensuite pour pouvoir synchroniser l'ensemble des contenus audiovisuels, donc contenus audio, des contenus vidéo, dans 8 langues et bientôt 9. Et également, on propose des parcours adaptés aux jeunes publics et au handicap. Donc cet équipement est absolument nécessaire. Et au bout des 5 premières années d'exploitation, donc on était un petit peu avant le Covid, on a envisagé de renouveler cet équipement qui commençait à vieillir. Et là, on s'est rapproché de notre fournisseur historique, on a étudié son nouvel équipement, et le Covid est arrivé, et avec ses pertes financières, et on n'avait plus les moyens de renouveler cet équipement avec lui. Donc voilà un petit peu le contexte du projet. Alors, de ça, on en a tiré plusieurs enjeux. Donc, le premier, on vient d'en parler, c'est de renouveler une flotte vieillissante. Mais aussi, on s'est dit, c'est l'occasion d'essayer d'inscrire ce compagnon de visite qui est au cœur de la visite de la Cité du Vin, de l'exposition permanente, l'inscrire dans notre démarche de très grande satisfaction visiteur. Donc, on avait fait le constat d'un besoin d'améliorer la qualité, d'améliorer la fiabilité, les performances, l'ergonomie, la fluidité de tout ce qui se passait sur ce compagnon de visite. Donc, voilà quels étaient nos 2 principaux enjeux. Alors, de cet enjeu de très grande satisfaction, en dehors simplement du renouvellement de la flotte, on en a tiré du coup un certain nombre de défis. Alors, le premier défi, bien évidemment, c'est que ce système, le nouveau système que nous devions bâtir, devait s'adapter à nos besoins techniques. Donc, comme je l'ai décrit un petit peu avant, il s'agit de détecter des dispositifs numériques, de les lancer ou de s'y connecter automatiquement, synchroniser tous les contenus de façon labiale, donc une synchronisation très précise entre l'audio-guide et les dispositifs numériques, pouvoir gérer également le multilingue, les variantes handicap. Donc ça, c'était le contexte, enfin le défi de base, pouvoir répondre à tout ça, et puis essayer d'imaginer quels pourraient être de futurs usages, et donc d'avoir un système qui puisse aussi répondre aux futurs usages. Donc par exemple, la capacité à gérer de la réalité augmentée. Donc l'équipement initial que nous avions à la Cité du Vin ne permettait pas de le faire. Et en même temps, une fois qu'on a dit tout ça, on voulait revenir sur des technologies standards. Notre première génération de compagnons de visite était basée sur des technologies infrarouges, radiofréquences, donc quelque chose de très spécifique. Et là, on voulait revenir vers des technologies de détection et de communication beaucoup plus standards. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on a commencé à travailler sur ce système, à réfléchir à ce système, il fallait également sélectionner les bons matériels. Donc c'est là que l'on a recherché des terminaux qui soient à la fois robustes, qualitatifs, avec une grosse autonomie. Ça aussi, c'est un problème pour notre première génération d'audioguides. Et qu'on essaye d'améliorer également les manipulations de nos agents d'accueil, que ce soit dans la distribution ou la remise en charge des matériels. Là aussi, c'était perfectible. Et troisième défi, et pas le moindre, c'est que il fallait pouvoir réaliser ces 2 premiers défis dans un budget très contenu. Donc ça, c'était un sacré défi également. Alors, du coup, on a fait un choix. Notre choix est assez singulier puisqu'on a décidé de développer nous-mêmes notre propre système applicatif et mettre ça en place sur nos propres infrastructures. Et ensuite, on a pris la décision de trouver les bons partenaires à valeur ajoutée de façon à pouvoir sélectionner les bons équipements, les bons compagnons de visite et avec les équipements accessoires annexes, donc de remise en charge. Et là, je vais laisser peut-être Jean-Michel et Romain vous parler un peu plus précisément de ça, mais voilà quels ont été les défis et les enjeux de notre projet. C'est Eric. Merci pour ce panorama très clair. On va maintenant entrer dans les aspects matériels et logiciels du projet. Un petit focus sur ELIAC pour vous rappeler que nous sommes une entreprise de services du numérique française,
spécialisée dans l'accompagnement informatique global. Donc notre mission, c'est d'aider les organisations à sourcer et déployer des solutions fiables, sécurisées, adaptées à leurs usages, hein, tout en simplifiant la gestion des équipes au quotidien. Donc notre rôle précis pour ce projet a été d'accompagner la Cité du Vin à chaque étape, dans une phase de conseil d'abord, puis dans le choix du matériel, hein, que nous allons vous détailler ensuite, dans tous les aspects de sécurisation et de configuration via la partie logicielle, et puis aussi dans une logique d'industrialisation du déploiement et de logistique. Voilà, donc pour certains de ces éléments, nous avons travaillé main dans la main avec Samsung, et donc on va vous parler désormais du choix du smartphone. Je te laisse la main, Bonjour, Jean-Michel. c'est à moi sur la partie smartphone. En fait, comme Eric et Romain viennent de l'expliquer, il y avait pas mal d'enjeux dans le cadre de ce projet. Sur la partie matérielle, nous en avions isolé et identifié 4, à savoir la robustesse, l'ergonomie, l'autonomie et puis bien entendu la facilité d'usage pour les équipes de la Cité du Vin. Donc pour y répondre, nous avons sélectionné un produit issu de notre gamme durcie qui s'appelait le Xcover 5, qui nous semblait être le plus à même à répondre à ces différents enjeux. Premier enjeu, la robustesse, donc un produit durci qui est équipé nativement d'une coque de protection, qui bénéficie également d'un verre renforcé de type Gorilla. C'est un produit qui est conçu pour des usages intensifs. Il bénéficie d'un certain nombre de certifications, IP68, MIL-STD, ce qui lui permet en fait d'être résistant à la poussière, aux projections de liquide. Le produit pourrait même être immergé, mais également aux chocs et aux chutes. Donc c'est un produit qui va résister à des chutes jusqu'à 1,50 m. Donc voilà pour la partie robustesse. En ce qui concerne l'ergonomie, vous voulez que ce soit un produit qui soit facile d'utilisation pour les visiteurs. Le Xcover 5, c'est un produit qui pèse uniquement 172 grammes, donc qui est extrêmement léger, qui a des dimensions compactes. Ça fait 15 cm par 7 cm. Il bénéficie d'une excellente préhension, donc à ce titre-là. La partie écran, c'est 68% de la face avant. C'est un écran de 13 pouces 4. Et puis, il permet d'afficher en format HD. Il a une très bonne luminosité, donc dans le cadre du musée qui est extrêmement lumineux, ça permet d'avoir des images contrastées. Et il pourrait même être utilisé en extérieur en plein jour. Sur la partie autonomie, c'est un produit qui est équipé d'une batterie amovible de 3000 mAh. Donc, pour traduire, c'est plus de 13 heures de lecture de vidéo à batterie pleine. Et puis, il bénéficie également de la charge rapide, ce qui permet une facilité d'utilisation pour les équipes de la Cité du Vin. Enfin, la facilité d'utilisation pour les équipes, c'est un produit qui est extrêmement performant, qui bénéficie d'un processeur octa-core, qui est nativement équipé de 64 Go de mémoire, qu'on pourrait étendre jusqu'à 1 Tera si on utilise une micro SD. Puis il va bénéficier aussi de tout un panel de connectivité, du Bluetooth, du NFC, du USB-C, du Wi-Fi. Donc un produit qui répond complètement aux différentes normes de connectivité. Merci Jean-Michel. Donc c'est vrai que c'est un device qui est très robuste, très performant. Il fallait aussi penser à le sécuriser d'un point de vue logiciel, lui donner un usage unique et verrouillé. Et pour ça, on a utilisé aussi les solutions Samsung Knox. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui. Alors effectivement, Samsung Knox, c'est une offre de logiciel qu'on vend parallèlement à nos devices, qui va permettre de gérer, de sécuriser les appareils mobiles. Alors pas seulement les produits Samsung, on peut travailler sur une gamme de produits hétérogènes et pas uniquement des produits qui sont sous Android. On peut également travailler avec différents OS. Qu'est-ce que va permettre cette offre Knox? Alors la première chose, c'est qu'elle va permettre de configurer et de personnaliser la flotte de smartphones, de tablettes ou voire même de montres connectées, et de les dédier à un usage unique et qui sera bien entendu verrouillé. Dans le cas présent, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle un mode kiosque, ce qui va permettre en fait à la Cité du Vin d'utiliser uniquement les applications dédiées à son parcours de visite. Deuxième chose, c'est que tout au long de l'usage, la durée d'usage du produit, la Cité du Vin va avoir la possibilité d'administrer l'intégralité de son parc, c'est-à-dire de faire évoluer, de modifier la configuration, et ça depuis une simple console qui est à la disposition de l'administrateur.
à savoir par exemple qu'on peut se permettre de faire les mises à jour sur la période d'inactivité du produit. Donc la nuit, lorsque les produits ne sont pas utilisés, on va peut être capable de mettre à jour le système de sécurité, mettre à jour les applications ou mettre à jour simplement les versions de l'OS. Autre chose qui va être possible de faire au travers de Nox, c'est de monitorer les appareils. Donc on va être capable de savoir quelles sont les applications les plus utilisées, quel est l'état de la batterie, par exemple, de vérifier aussi les connectiques Wi-Fi, savoir si le produit fonctionne correctement, si effectivement les émetteurs Wi-Fi vont fonctionner correctement. Donc ça, c'est autre chose qui est disponible au travers de la solution Nox. Et puis le dernier point qui est sans doute le plus important aussi, c'est la sécurité. Donc on va travailler sur deux axes, c'est qu'on va être capable de sécuriser en premier le produit. Donc on peut définir un périmètre d'utilisation du produit. Et dès que le produit va en sortir, bah, ça va émettre une alerte. On peut géolocaliser le produit. On peut aussi en fait, le neutraliser pour qu'il ne soit pas utilisé. Et puis après, au-delà du simple device, on va être capable aussi de sécuriser le contenu du smartphone au travers de cryptage, de chiffrement. On peut limiter les intrusions, interdire les modifications de logiciels et complètement le neutraliser, même empêcher les réinitialisations du produit. Voilà, je tiens juste à préciser que les solutions Nox, aujourd'hui, ça équipe à peu près 2 milliards de devices dans le monde. Donc c'est pas c'est très très large. Et puis qu'elle bénéficie aussi de l'agrément de la part d'Android. Et pour la France, c'est un produit qui est certifié par l'ANSI. C'est la seule plateforme de sécurité qui l'est d'ailleurs. Ouais, en effet, ouais. Donc j'insiste sur un point, c'est vrai que la sécurité, c'est pas seulement empêcher le vol ou le détournement d'usage, hein. Grâce à Nox, on a pu créer un environnement qui est totalement maîtrisé, stable, fiable. Ça nous garantit que l'appareil va pas se mettre à jour en plein milieu d'une journée d'exploitation. On optimise l'autonomie, hein, tu l'as bien expliqué. On évite des manipulations inutiles et puis on assure surtout une cohérence qui est parfaite sur l'ensemble du parc de plus de 1000 appareils. Donc au-delà du matériel et du logiciel, il y avait aussi un autre enjeu majeur, c'était la logistique. Comment stocker, recharger, manipuler donc plus de 1000 appareils dans un espace restreint, tout en simplifiant le travail des équipes d'accueil qui distribuent les audioguides aux nombreux visiteurs chaque jour sans interruption. Eric, est-ce que tu pourrais rappeler ces contraintes spécifiques? Oui, ben effectivement, on a cette contrainte d'espace. Donc tout d'abord au niveau du forum d'accueil où on a quand même un certain nombre de compagnons de visite qui sont stockés. Et on a également un local de charge qui est un petit espace qui prend l'essentiel des audioguides à recharger. Donc ces deux espaces sont assez contraints. On avait donc besoin d'un système de recharge qui soit très très compact et surtout très facile à manipuler. Et vous voyez, les terminaux sont assez proches. Et ça, c'était très important pour nous qu'ELIAC puisse nous fournir une solution beaucoup plus facile que ce que nous avions initialement. Donc avec des rechargements par contact, une facilité de préhension qui a largement facilité le travail de nos équipes accueil. Donc ça aussi, ça a été un grand plus pour nous, en plus de tout le reste dont vous venez de parler juste avant. Oui, c'est effectivement grâce aux solutions d'un autre partenaire, on a pu déporter l'USB-C de l'appareil sur une platine magnétique que vous voyez à l'écran. Elle sert à la fois de support de fixation et de rechargement. Donc l'intérêt est multiple, hein, parce que déjà ça protège l'USB-C de l'appareil. Donc il n'est pas nécessaire de brancher le câble pour recharger le smartphone, ce qui bien souvent est un facteur important de SAV. Le PogoPin, il répercute la charge rapide, donc c'était une contrainte importante pour assurer des rotations rapides, car un temps de rechargement de 30 minutes équivaut environ à 50% de batterie. Ouais, donc c'est un système de fixation qui est robuste, très pratique, car les zones de chargement sont fabriquées sur mesure, hein, comme tu le disais, pour un espace qui est restreint, et aussi de manière à pouvoir positionner les appareils à la verticale afin de visualiser rapidement leur état de charge et permettre aux équipes d'éviter des manipulations inutiles et donc une perte de temps, de stress en cas de forte affluence. Alors, on a également installé des racks de chargement sur mesure dans le lieu de stockage, mais aussi sur les pôles de distribution. Et désormais, nous allons voir ce que ce matériel peut supporter aussi en termes d'application.
Et tout à fait. Ben là, je vais vous parler un petit peu de ce que l'on a développé, puisque finalement, ben, ce système d'audio guide a été développé en interne par les équipes de la Cité du Vin. Donc, tout d'abord, au niveau applicatif, l'application du compagnon de visite, l'application mobile a été développée en React Native et on a développé également des applicatifs serveurs pour nos serveurs de contenu et de synchronisation en Node.js. Ensuite, on est, comme je l'indiquais tout à l'heure, reparti sur des technologies standards. Donc, on a une technologie de communication avec un réseau Wi-Fi qui a été, par contre, densifié et paramétré de façon assez spécifique pour avoir un roaming parfait, quelle que soit la position du visiteur dans l'exposition. Ça, c'est très important. On a également réparti la charge applicative sur 2 serveurs de contenu qui peuvent gérer chacun 500 compagnons en simultané, donc de quoi supporter largement la jauge de notre exposition permanente. Et enfin, pour les systèmes de détection de nos dispositifs numériques avec le compagnon de visite, on est revenu sur une technologie Bluetooth, donc quelque chose de standard qui peut être géré par des terminaux, on va dire, standards du marché, donc de la technologie balise BLE, Bluetooth. Alors, à la différence de ce que l'on avait initialement à la Cité du Vin en termes de compagnons de visite, là, tous les contenus sont stockés sur des serveurs et non pas sur les terminaux eux-mêmes. Donc ça, c'est un point très important. On a capitalisé sur notre première expérience parce qu'on s'est aperçu qu'en termes de maintenance, c'était très compliqué quand on a un grand nombre de terminaux, en tout cas, de pouvoir mettre à jour, de devoir mettre à jour tous ces terminaux. Donc là, les contenus sont centralisés sur des serveurs de contenu et sont streamés au fur et à mesure des besoins. Donc j'ai un petit schéma qui synthétise le fonctionnement. Donc en fait, ça fonctionne comme ça. Lorsque un visiteur approche son compagnon de visite d'une balise Bluetooth, d'un dispositif numérique. À ce moment-là, il capte l'information et fait une requête au serveur de contenu pour obtenir la synchronisation des contenus audiovisuels. Le serveur de contenu, lui, ensuite, fait une demande de démarrage au dispositif numérique. S'il n'est pas démarré, s'il tourne en boucle à ce moment-là, bah, le dispositif numérique diffuse ce qu'il a à diffuser et informe le serveur de synchronisation de son démarrage. Et à ce moment-là, le serveur de contenu est en mesure de restituer les flux audiovisuels synchronisés, parfaitement synchronisés aux compagnons de visite. Alors, il faut savoir que pendant tout le temps de la visite également, ces compagnons de visite enregistrent des statistiques de visite qu'on exploite ensuite. Et au final, ce qu'a expliqué Jean-Michel, l'ensemble de la flotte est supervisé par la solution Nox, qui nous permet à la fois de sécuriser les terminaux et en même temps de pouvoir procéder à toutes les mises à jour d'applications qu'on a besoin de faire. Et on a également développé, nous en interne à la Cité du Vin, un système de supervision de toute notre infrastructure, donc des serveurs, du réseau Wi-Fi. Donc voilà un petit peu le fonctionnement global de notre solution. Merci Eric. Et c'est vrai que c'est là que notre rôle de société de service prend tout son sens, hein. Nous avons réalisé un travail d'industrialisation complet. On a masterisé 1000 smartphones, installé des accessoires, configuré les appareils, optimisé les systèmes d'exploitation. Tout ça dans une logique de préparation et de livraison clé en main, hein. L'objectif était vraiment simple, hein. Il fallait que tout soit opérationnel dès le premier jour, sans friction, sans surprise. Et notre plus grande satisfaction, avec quelques années de recul sur le projet, c'est déjà une satisfaction générale pour les visiteurs, pour les équipes, mais aussi pour la scalabilité du projet qu'on a pu dupliquer sur d'autres sites culturels en France, tels que le Mont-Saint-Michel, au Palais de Vincennes, la cité de la mer à Cherbourg. Ah, donc on va désormais observer les résultats et les impacts concrets. Et je te laisse la main, Eric. Oui, oui, oui. Alors, donc, sur le bilan du projet, en fait,
Là, on est très satisfait parce qu'en fait, quand on reprend les défis que j'ai énumérés au début de la présentation et nos différents enjeux, tous les objectifs ont été atteints finalement, que ce soit l'amélioration des performances, que ce soit également la fiabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un seul SAV en 3 ans et demi, ce qui est quand même assez remarquable. On a une robustesse avec les coques et les écrans endurcis qui est absolument fabuleuse pour nous, enfin qui nous change beaucoup en tout cas. Et nos développements logiciels ainsi que l'infrastructure qui a été mise en place sont fiables. On n'a pas d'incident, donc pour nous c'est très très positif. Je pense qu'on a trouvé les bons partenaires avec ELIAC et Samsung pour arriver à ce résultat. Donc, on a eu effectivement la satisfaction de nos agents d'accueil pour l'amélioration des distributions et des remises en charge, mais surtout, on a effectivement une satisfaction des visiteurs qui est là, hein, comme en témoigne notre notation et notre Net Promoter Score, qui est quand même très élevé. Donc là, on a précisé quelques petites verbatims, mais effectivement, on ne parle pas souvent de l'audio guide dans les verbatims, et c'est pas plus mal, c'est plutôt positif. Et quand ils en parlent, là aussi, c'est assez positif. Donc, finalement, je pense que le bilan, il est plus que bénéfique. En effet, et ce qui est remarquable dans ce projet, c'est qu'il a servi de modèle, hein. Je le disais tout à l'heure, on a pu le répliquer sur d'autres sites ou même sur d'autres types de matériel. Donc c'est la preuve que cette manière de fonctionner est scalable et adaptée aux lieux culturels exigeants. Et c'est ce que nous aimons faire chez ELIAC, c'est créer des solutions sur mesure, sécurisées, prêtes à l'emploi et surtout adaptées aux réalités du terrain. Donc aujourd'hui, ce compagnon de visite, il continue de grandir, hein, de nouvelles fonctionnalités ont été développées, de nouveaux usages émergent aussi, et les attentes des visiteurs évoluent très vite. Connaissant désormais la fiabilité du système, ça fait quand même plus de 3 ans d'exploitation, 1,5 million de visiteurs. Nous sommes convaincus qu'il peut s'adapter très facilement à d'autres lieux. Donc on va désormais s'attarder sur les perspectives et la forme que cela pourrait prendre dans d'autres environnements. Oui, ben, effectivement, Romain, tu as raison. Là, quand on fait le bilan, maintenant, on a démarré en juillet 2022, donc ça fait plus de 3 ans et demi que le système est en place. On a passé plus d'1,5 million de visiteurs dessus, donc on sait que ça fonctionne, on sait que les applicatifs sont stables, l'infrastructure aussi, que les matériels sont parfaitement adaptés à ces applicatifs et à ces usages, et que l'utilisation est facilitée pour nos équipes. Donc, et on sait que tout ça, on a réussi à le faire avec un coût d'acquisition et d'exploitation qui reste limité. Donc, c'est pour ça que ensemble, on s'est dit, ben, cette solution, elle pourrait très bien convenir à d'autres sites. Et c'est de là qu'est née l'idée de pouvoir communiquer dessus avec vous. Alors nous, on est tellement persuadés de ça, d'ailleurs, à la Cité du Vin, qu'on s'est dit, bon, OK, on a une solution qui fonctionne bien, mais qui nécessite quand même des infrastructures réseau et serveurs conséquentes quand même, il faut bien le reconnaître. Donc, on a développé aussi une version qui pourrait s'adapter à des sites qui n'ont pas ce type d'infrastructure. Et donc, on a développé également une deuxième version de notre application qui a à peu près les mêmes fonctionnalités, sauf une, on va dire, principalement une, qui est le déclenchement de dispositifs. Mais sinon, pour toutes les autres fonctionnalités, c'est exactement la même chose que la version qu'on a à la Cité du Vin. Et ça permet à des sites qui n'ont pas ces infrastructures serveurs et réseaux de pouvoir avoir quand même un compagnon de visite. Donc avec les contenus, là, pour le coup, qui seront stockés sur les terminaux eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas de serveur, mais qui permettent quand même d'avoir des synchronisations audio qui fonctionnent avec des dispositifs qui pourraient tourner en boucle, des dispositifs numériques de projection, d'affichage qui tourneraient en boucle. Et tout ça, du coup, dans un coût d'intégration et d'acquisition limité. Donc voilà un petit peu le déclenchement sur
sur ce slide le principe du déclenchement. Donc, le compagnon de visite détecte une balise. Alors, ça peut être un cartel, hein, pour une œuvre d'art, un artefact, etc. Il peut diffuser donc un contenu qui est non synchronisé. Ou alors, vous avez sur site un dispositif qui tourne en boucle et qui affiche ce qu'il a affiché et qui informe sa propre balise Bluetooth de son démarrage. À ce moment-là, le compagnon de visite est en mesure de récupérer l'information et de synchroniser son contenu audiovisuel de façon à être synchronisé avec cette projection. Et de la même manière que pour la version de la Cité du Vin, on enregistre tout au long de la visite les statistiques de visite, on peut manager la flotte avec la solution Nox, et on a même imaginé également, pour pouvoir éventuellement mettre à jour des contenus sur les terminaux, un serveur de contenu qui pourrait centraliser ces contenus et qui pourrait les distribuer dès que les compagnons peuvent être mis en relation avec ce serveur de contenu. Ponctuellement, ça peut être un PC, voilà, il faut simplement qu'à un moment donné, les compagnons de visite soient sur le même réseau que ce serveur, ce PC. Voilà, donc quelque chose de plus simple, mais quelque chose aussi de beaucoup plus abordable à mettre en œuvre. Voilà, merci, merci à tous les deux. Nous arrivons à la fin de la présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous propose maintenant de répondre à vos différentes questions. Le chat est à votre disposition. Vous pourriez imaginer votre lieu culturel dans 3 ans, quel rôle pourrait jouer un audio guide de nouvelle génération, quelles données, quel KPI potentiellement aimeriez-vous exploiter, ou quel type de parcours vous aimeriez personnaliser. Voilà, nous serions ravis d'échanger avec vous sur vos projets, vos contraintes, vos ambitions. Je pense qu'il y a déjà quelques questions qui ont dû arriver. Bonjour. Quels ont été les points les plus délicats ou les points de vigilance lors de la mise au point de ce système de compagnons de visite? Alors, moi, je peux répondre peut-être pour les parties, les parties plus infrastructure et applicatives. Alors, les points de vigilance, il y en a plusieurs, hein. Il y a, au niveau infrastructure, déjà, il y a ce dont je parlais, le Wi-Fi. Là, il faut un paramétrage très précis et assez particulier, et un Wi-Fi assez densifié pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, parce qu'on est sur un principe de streaming des contenus et ça ne tolère pas le fait, enfin, une mauvaise couverture. Il y a également, autre point de vigilance, c'est la calibration des balises à détecter, des balises Bluetooth. Là aussi, c'est quelque chose qui est assez sensible, le Bluetooth, qui peut porter très loin. Donc, on a besoin de gérer correctement les puissances d'émission et correctement la façon d'analyser ces puissances aussi au niveau applicatif pour pouvoir déclencher des choses quand il faut les déclencher et ne pas les déclencher quand il ne faut pas. Donc ça, d'un point de vue applicatif, c'est assez délicat à mettre au point. Voilà principalement la problématique. Alors, il y a une dernière problématique qui est assez particulière, c'est la notion de synchronisation labiale. Là aussi, c'est un point qui est assez délicat puisque quand vous avez un dispositif qui est sonorisé, qui par exemple sonorise un dialogue en français que vous-même écoutez dans votre audio guide, votre compagnon de visite, le même dialogue en français également, ça ne tolère pas un décalage trop important, sinon il y a un phénomène d'écho et c'est très désagréable. Donc là aussi, ça demande une maîtrise du développement en temps réel pour avoir une synchronisation correcte. Donc ça, c'est les points de vigilance. Alors bien évidemment, la solution ne s'est pas développée en 3 mois. On est une équipe, on a mis pas mal de temps pour la mettre au point, mais maintenant, bon, elle est robuste et elle fonctionne bien. Merci Eric. J'ai une autre question. On a beaucoup parlé du projet, de la collaboration entre vos 3 entités. Pour ceux qui découvrent aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue concrètement l'approche ELIAC dans un projet comme celui-ci? Moi, je vais répondre. Ce qui nous distingue, c'est notre capacité à orchestrer l'ensemble du cycle de vie IT, du conseil jusqu'à l'industrialisation,
On ne se contente pas de recommander une solution, on la rend opérationnelle, sécurisée, déployable à grande échelle et simple à maintenir. Voilà, notre rôle, c'est de transformer une intention technologique en une solution qui fonctionne dans la vraie vie, avec des vraies contraintes des utilisateurs comme des équipes. C'est une approche qui est globale et pragmatique, quoi, orientée terrain. Oui, tout à Euh, fait. C'est un partenaire et vous étiez aussi un partenaire unique pour nous, c'est-à-dire que vous nous adressiez aussi bien les problématiques Nox que des Xcover, que de la partie système de recharge. Donc ça, c'était très appréciable pour nous. Vous étiez à l'écoute de notre projet, vous compreniez nos problématiques et ça, c'est très bien. Écoutez, parfait, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Mais merci à toutes et à tous pour votre participation. Alors, si j'ai une autre question, oula, deux questions qui arrivent là, dernière minute. Quelle serait la première étape à mettre en œuvre dans le cadre d'un projet comme la Cité du Vin? La, alors, la première étape pour moi, c'est déjà d'analyser quel est le besoin, comment est conçue l'exposition. Puisqu'en fait, le système de compagnon de visite va potentiellement s'interfacer avec des dispositifs numériques. C'est pas une obligation, hein. On pourrait très bien avoir une exposition, par exemple, d'œuvres d'art et se promener avec son compagnon de visite et simplement détecter des balises qui vont fournir du contenu. Nous, ça va plus loin puisque on veut que ces contenus soient synchronisés avec des dispositifs numériques qui sont présents dans l'exposition, qui sont scénographiés dans notre exposition. Donc, la première étape pour moi, c'est vraiment déjà d'analyser quel est le besoin du site. Ensuite, c'est déterminer quelle est, enfin en tout cas avec nos solutions, quelle serait la bonne version. Est-ce que des infrastructures sont présentes pour accueillir une version type la Cité du Vin, ou est-ce que, il n'y a pas ces infrastructures-là, et là, il faut s'orienter vers une solution plus simple comme la deuxième version qu'on a mis au point aussi. Et ensuite, il va falloir identifier le matériel adéquat, parce que nous avons des Xcover 5, mais maintenant, ces terminaux-là ont évolué depuis. Il y a des nouveaux terminaux, donc là aussi, il faut benchmarker le bon terminal qui va permettre de répondre aux besoins. Donc, je ne sais pas, Romain et Jean-Michel, si vous voulez rajouter des choses là-dessus. Oui, non, il y a une question complémentaire là, qui demande si on pourrait envisager une solution de visite, mais accessible sur les smartphones des usagers. Alors ça, c'est quelque chose auquel nous avons pensé, puisqu'on était en pleine période du Covid quand on a réfléchi à la solution. Alors, on était parti là-dessus et rapidement, on l'a écarté pour plusieurs raisons. Alors, d'abord, il y avait une première raison toute simple, c'est qu'on a interrogé nos visiteurs et on s'est aperçu que pas plus de 25% de nos visiteurs souhaitaient installer quelque chose pour faire la visite, une application. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'installer quelque chose en plus sur leur téléphone. Ensuite, il y a des gens qui arrivent dans votre établissement et qui ont des batteries déchargées. Donc ça aussi, c'est un sujet. Il y a toujours le problème de la connectivité pour pouvoir télécharger l'application en question. Donc ça aussi, c'est également un problème. Et puis, on s'est aperçu, d'un point de vue beaucoup plus technique, qu'en fait, très peu de terminaux captaient les balises Bluetooth de la même manière. Et donc, on avait des téléphones qui étaient capables de capter des balises Bluetooth à 2 mètres quand d'autres nécessitaient juste 30 centimètres pour les capter. Et ça faisait qu'il était très, très compliqué de proposer la même expérience de visite et la même fluidité à tous nos visiteurs. Et donc, on est parti du principe que dans notre musée, on souhaitait que tous les visiteurs aient exactement la même expérience, aussi qualitative. Et pour éviter tous ces écueils, on est parti sur une flotte propriétaire pour nous, pour fournir la même expérience à tout le monde. Voilà. Oui, en dehors de ces aspects, il y a aussi toute la partie monitoring hein, Bah, également, qui est oui, tout permise à fait. Oui. par le Tout partie à fait. logiciel Nox. Ouais. Non, là, l'avantage, c'est qu'on on maîtrise vraiment la solution et l'expérience. On sait que tout le monde, ça va bien se passer pour tout le monde. Tout le monde va bien capter comme il faut, va avoir la bonne synchronisation, risque pas d'avoir une panne de batterie en cours de visite. Enfin, voilà, quoi. On maîtrise vraiment la chose. Alors là, on a une autre question qui dit on parle des smartphones, est-ce qu'on pourrait aller sur des produits plus grands?
Ah, tout à fait. Alors ça, c'est absolument pas un problème. D'ailleurs, on a déjà fait des essais, hein. On a déjà installé notre application sur des tablettes. Alors, il faudra peut-être redesigner quelques écrans pour mieux s'adapter à un écran plus grand, mais ça, c'est pas grand-chose, c'est un tout petit travail. Mais il n'y a aucun problème pour être sur des véritables tablettes, 7 pouces, 10 pouces, des smartphones plus grands. Ça, c'est absolument pas un problème. Oui, si je peux me permettre, en fait, là, le produit qu'on avait choisi était celui qui correspondait le plus par rapport à, à l'usage et parce qu'on souhaitait avoir un produit le plus compact possible. Oui, Effectivement, si on veut exactement. évoluer sur une expérience de visite où on va intégrer un peu plus de vidéos, par exemple, ou partir sur de la réalité virtuelle, on pourrait effectivement faire évoluer. Alors, là, on est sur du 5 pouces 3. Nous, on peut partir sur du 6 pouces 6, après sur de la tablette en 8 pouces, sur de la tablette en 10 pouces. Et puis après, en termes de contenu, on peut aussi travailler sur des produits intégrants, des NPU qui vont permettre de travailler sur de l'intelligence artificielle, parce que ça, c'est un sujet qui est de plus en plus, qui est de plus en plus d'actualité. Et donc ça, on peut aussi partir sur ce type de produit. Hein, mais en fonction en fait de l'expérience de visite qu'on souhaite offrir aux visiteurs, on peut sélectionner des formats plus importants. Exactement. Et on nous demande une idée du TCO ramené à l'audio guide. Alors, voilà, là, Bonne question. ouais, c'est une bonne question. Alors, pour nous, forcément, le système applicatif et les infrastructures étaient déjà là. Enfin, je veux dire, les infrastructures étaient déjà là et le système applicatif, on l'a développé en interne. Donc, difficile de donner un chiffrage comme ça dépend du nombre de terminals à prendre en considération. Sachez en tout cas, pour vous donner un ordre d'idée, c'est que nous, on avait établi un devis avec notre premier fournisseur et on a divisé ce devis quasiment par entre 2 et 3. Voilà. Donc, ça vous donne une idée de l'optimisation économique que l'on peut faire avec ce type de solution. Mm. Très bien, bah, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, ben, on vous remercie vraiment pour votre participation. Et comme indiqué au début, si vous pouviez par avance nous faire quelques retours sur le questionnaire satisfaction qui est désormais disponible dans votre boîte mail ou en scannant le QR code là, à l'écran, ce serait vraiment super. Et ben, on vous souhaite une excellente journée et à très vite. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.